Il me tend la main, il me regarde et me fait « Appelez mon bureau demain. En une journée, je vends les 25 exemplaires quand à côté t'avais des auteurs bien plus confirmés que moi qui en vendaient que très peu. » J'adorais avoir des projets. Avant, j'adorais avoir plein de projets. J'avais envie de faire plein de trucs. Tiens, j'ai une idée de site internet, on pourrait faire un truc comme ça. Bah viens, on le code rapidement et dans une semaine c'est lancé. J'avais un besoin incommensurable de créer des trucs. Tout le temps. Le truc, c'est qu'une fois que tu te concentres et que tu t'alignes sur un truc, ouais, naturellement, la boîte, elle change. Tu trouves le bon modèle. T'arrives à convertir le truc qui t'a aidé, cette médiatisation, les contenus sur les réseaux, ce contact-là que t'as rencontré il y a 3 ans et tu te dis, mais tiens, en fait, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire? Tout s'aligne pour être au service de ta boîte. T'as besoin d'avoir des gens en face de toi qui disent clairement ce qu'ils pensent, qui ont besoin de te remettre les pieds sur terre aussi. Soyez honnête et reconnaissez votre valeur. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Salut Guillaume, comment tu vas? François, ça va et toi? Ça va super. Bienvenue. Bah merci, on est dans tes locaux, donc c'est trop cool. On est chez toi. On va avoir l'occasion justement de parler de ton aventure entrepreneuriale qui a commencé très tôt. T'es encore super jeune, t'as 24 ans, et tu as créé justement Audace en 2020. Mais la première question que je vais te poser, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi? Oh bah écoute, dans un environnement familial assez serein, avec des parents qui travaillent pas du tout dans l'univers dans lequel je bosse aujourd'hui. Moi, je viens de Rouen, en Normandie. J'ai grandi dans la banlieue de Rouen, avec des parents qui bossaient pas mal. Ma mère travaille conseillère à l'emploi. Mon père travaille dans la formation professionnelle. Bon, j'ai toujours entendu parler du travail à la maison, tu vois, comme valeur clé. Mais un environnement familial très très serein, très sain aussi, avec un grand frère, une grande sœur, 2 petites sœurs, et des grands-parents très très présents, notamment sur l'éducation culturelle. Un grand-père poète, donc grands-parents qui m'ont emmené voir des châteaux, des musées. Enfin, j'ai eu cette chance assez inouïe, en tout cas, d'avoir un accès à la culture, par l'intermédiaire de mes parents et mes grands-parents. Mais c'était une jeunesse assez agréable. Est-ce que tu te souviens un peu de tes premières passions? Est-ce que justement, du coup, la culture que tu découvres hyper tôt, est-ce que ça fait partie de tes premières passions? Ouais, disons que si tu omets la passion Stéphane Bern des secrets d'histoire imposée par mes grands-parents dès que j'étais chez eux, ouais, il y a eu des passions personnelles. Il y a surtout eu les bouquins. Enfin, je lisais un petit peu comme tout gamin qui se retrouve obligé de lire. Donc, mes parents t'achetaient des cabanes magiques, un peu plus, tu vois. Quand même, et en fait, au fur et à mesure, je me suis mis à lire un peu plus. Mais disons que voilà, j'étais pas un énorme lecteur du tout. Et comme beaucoup d'enfants de ma génération, je suis tombé sur Harry Potter. Et moi, ça a été ça me saoule de reparler de déclic, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du déclic. C'est être capable d'être transporté dans une histoire, dans une aventure, dans une expérience, au point où tu caches les bouquins sous ton lit pour continuer à lire la nuit. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de faire ça autrement que par des séries, peut-être, que vraiment t'as envie de binge-watch et tu regardes à fond. Mais il y a que cette expérience de livre qui m'a amené à vivre ça. Je me faisais punir, mes parents me punissaient de livres. C'est-à-dire que moi, c'était pas les téléphones, c'était pas les écrans, c'est que mes parents, mais vraiment, no joke, me prenaient les livres en mode c'est fini, ce soir t'as pas le droit à tes livres et tu vas te coucher, quoi. Sur ce, je trouvais des astuces. Il y avait des jaquettes, tu sais, par-dessus les couvertures. Je les remplaçais avec les livres suivants et je faisais croire que j'étais au tome d'avant ou au tome d'après. Enfin bref. Et voilà. Et moi, ça a été une grosse première passion. Harry Potter et ensuite la découverte de toute la littérature jeunesse, le young adulte, qui il y a, je pense que la génération des 95-2005 a connu le plus grand moment de la littérature jeunesse. Ouais, je suis d'accord. Avec des titres extraordinaires qui allaient des Potter jusqu'à Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente. On a eu une quantité de bouquins en prime, on peut le dire. Mais vraiment, et qui en plus ont été adaptés en film ou en série. Et donc on a eu accès à un flot de culture qui était tellement dingue que ça devenait générationnel. Les gens en parlaient entre eux, t'avais envie d'aller en librairie acheter le suivant, à la Fnac de Rouen. Antonin, mon associé, me le raconte souvent, lui il a fait la queue à la Fnac de Rouen pour acheter le dernier tome d'Harry Potter, et où t'avais 300 personnes le matin à 8h, quoi. C'est un phénomène de malade. Et donc je trouve que ça a été une découverte et un vrai déclic et une vraie passion, en tout cas de jeunesse. Ouais. Et donc être passionné par la littérature, c'est des choses qui peuvent arriver, mais écrire des livres,
c'est, on va dire, une étape supplémentaire. Et du coup, tu vas te mettre sur l'écriture d'un livre, d'un roman. Alors, c'est pas un livre de dev perso, etc. Mais c'est un roman que tu écris très jeune. Est-ce que tu veux me parler un peu de cette aventure? Ouais, carrément. Il y a quelque chose de très très frustrant quand tu lis beaucoup. En tout cas, moi, ça me frustrait beaucoup. C'est que tu lis, t'entasses des bouquins sur tes étagères, t'es hyper content. Mais il y a un moment où il manque quelque chose, c'est que t'as envie d'avoir le tien dessus. Enfin, moi, j'avais cette espèce un peu de crise d'ego de gamin de 12 ans qui a envie d'avoir son livre avec son nom et qui finit par rêver de ça. Moi, ça me passionnait d'ouvrir le bouquin, d'aller regarder la page avec marqué dépôt légal, de regarder. Enfin, il y avait un truc où j'avais envie de comprendre cette industrie, comprendre comment ça marche. Et en fait, ça m'a amené à aussi l'envie d'écrire, mais pas forcément par un prisme originel qui était je veux coucher une histoire sur le papier, mais moi, c'était d'abord une vision presque industrielle du livre. Je trouvais ça passionnant. Donc j'allais regarder sur internet comment c'est édité, comment fonctionnent les maisons d'édition, comment sont sélectionnés les livres, ça veut dire quoi un numéro ISBN sur un bouquin, c'est quoi le dépôt légal, c'est quoi la BNF, hein. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu découvres ça, plus tu te dis, mais en fait, ça semble pas si compliqué que ça de publier un livre, en fait, dans les faits. Et c'était le moment où, en plus, t'avais une énorme, toutes les boîtes d'auto-édition et qui permettaient à des auteurs d'être auto-édités étaient en pleine croissance. Il y avait plein de nouveaux auteurs qu'on découvrait, que les grandes maisons d'édition rééditaient grâce à ça. T'as une auteure qui vient de Rouen, d'ailleurs aussi, Agnès Martin-Lugan, qui a eu un énorme succès avec un bouquin qui s'appelait Les gens heureux, Lise et boivent du café, c'est ça, qui a été un succès en auto-édition incommensurable, réédité par Michel Lafon. Aujourd'hui, elle est dans le top 30, je crois, des auteurs françaises en termes de nombre de livres vendus. Et donc, ce qui fait qu'en fait, en étant là-dedans et en regardant comme ça, tu te dis, mais moi aussi, je pourrais écrire mon histoire. Et vu que j'avais 12 ans, que j'ai été élevé avec mon papa sur des références cinématographiques particulièrement ancrées autour des films qu'on va nommer Boom Boom, à savoir des agents secrets, des policiers, des tueurs à gages. T'as des noms de films Moi, ça allait de Mission Impossible à Jason Bourne, en passant, évidemment, par les James Bond, même le Transporteur, mais les films, tu vois, pas la série, les vrais films, quoi, avec Jason Statham, tous ces films-là, j'ai grandi avec ça. Je me souviens, mes parents m'ont emmené voir Casino Royale à 6 ans, quoi. C'est-à-dire que et Dieu sait que je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et je me dis, putain, c'était violent. Il y a quelques scènes. 6 ans, waouh. Et ce qui fait que moi, il y avait un peu un univers, ça amené, mêlé à des bouquins aussi pour la jeunesse, qui étaient dans cette vibe-là, les Chérubs, les Alex Rider, plein de bouquins qui parlaient de jeunes, très jeunes, qui se lançaient dans des aventures semi-policières, semi-espionnes. Je trouvais ça génial. Et j'avais envie d'écrire l'histoire d'un agent secret qui était français, en l'occurrence, qui avait des origines familiales similaires aux miennes, à savoir classe moyenne, et qui découvre une sorte de mission un peu chelou, mais qui est celle de sauver le monde. Et je trouvais ça assez rigolo à écrire, parce que je pense que je me transposais aussi dans ce personnage-là, à me dire, moi aussi, j'adorais en fait être agent secret dans le fond. Et donc, voilà, ce truc-là est né comme ça, et je me suis mis à écrire, j'ai sorti un premier bouquin en auto-édition qui s'appelait Agent Will, qui était un petit roman qui faisait quoi, une 150 pages, je pense à peu près, d'histoire d'un jeune espion qui venait de Rouen et qui essayait effectivement de sauver le monde et qui partait aux États-Unis, à Washington pour le faire. Donc tu t'inspirais un peu de toi aussi sur le développement de ce personnage, du moins sur les bases basées à Rouen. Ouais, naturellement, tu vois, t'es un peu en mode, moi je suis allé un peu à Paris avec mes parents quand j'étais petit parce que Rouen Paris c'est 1 heure quoi, mais j'avais pas tant voyagé que ça, etc. Donc c'est-à-dire que moi mes références culturelles à moi de lieux, endroits, c'est soit les films, soit c'était la vraie vie. Et donc, mine de rien, c'est quand même vachement plus facile d'écrire sur une rue ou sur une ville que tu connais que tout de suite inventer. Je me souviens, dans ce premier bouquin, il y a une scène qui se passe sur à Washington, etc., et à la Maison Blanche. Et j'ai passé, je pense, des heures et des heures et des heures à juste regarder des interviews, des documentaires, des reportages, des trucs, juste histoire de comprendre comment c'était. Parce que quand t'as 11-12 piges, que les seules références culturelles que t'as sur d'autres villes, c'est des films, ou c'est des reportages, c'est très très compliqué d'imaginer une histoire sur place parce qu'en fait, dans ta tête, dans ta vraie vie, ça n'existe pas. Toi, c'est complètement nouveau, t'es obligé d'inventer. Et j'avais trouvé ça assez rigolo. Et donc justement, en parallèle, tu développes aussi une maison d'édition qui sera aussi un magazine, le Petit Mardi Compagnie, on va dire. C'est ta première aventure entrepreneuriale, véritablement. C'est ça. T'as quel âge à ce moment-là ? Le moment où le Petit Mardi sort et commence sous forme de magazine, j'ai 12 ans.
C'est un magazine culturel qui sort sur Internet, qu'on diffuse en mensuel, etc. Écrit avec des copains. Parler de culture, de bouquins. C'était aussi le moment où en fait toutes les maisons d'édition adoraient envoyer beaucoup de livres à des blogueurs ou à des jeunes youtubeurs qui avaient envie de parler de littérature jeunesse. Donc moi je me retrouvais avec une quantité de bouquins chez moi. Mais genre vraiment il y a eu des semaines, j'en avais 7-10 livres dans ma boîte aux lettres. Mes parents étaient en mode mais à un moment donné va peut-être falloir les payer ces livres quand même. Et non, en fait on te les offrait pour les lire. Donc moi c'était parfait. Donc c'est que ce magazine sortait comme ça et en fait au fur et à mesure quand j'ai voulu m'auto-éditer sur le premier bouquin, la question s'est posée de est-ce que je le ferais pas sous une forme associative en créant finalement une petite maison d'édition qui aurait pour intérêt à la fois publier ce bouquin, peut-être d'autres auteurs par la suite, et puis le magazine. Sachant que le projet pour le magazine était de le lancer en papier en Normandie. Et donc en fait ça s'est fait 2015, c'était donc j'avais 15 ans au moment où le premier tome sort et en même temps la maison d'édition est créée. Ouais. Mais sous forme associative, donc c'est-à-dire qu'en fait, moi, sauf que j'avais 15 ans, donc c'était mon père président, légal, effectivement, l'association était c'est ça. Et en fait, il y avait pas du tout d'enjeu de gagner de l'argent. Enfin, si c'est une aventure entrepreneuriale et c'est ça qui est assez agréable, c'est que Puis toi, tu conçois pas du tout que c'est de l'entrepreneuriat. Absolument pas. Juste, tu te dis bon, c'est cool. Par quel moyen est-ce que je peux faire ça? Ok, faut créer une asso. Je mets mes parents président et trésorier. Exactement. Et moi, je me fais un statut d'adhérent, méga adhérent, super plus. Exactement. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Dans les statuts, t'avais vraiment un truc en mode de super adhérent, tu vois. Et en fait, parce que sur les sites, par exemple, qui te permettaient d'imprimer tes bouquins ou de les faire référencer ou de faire un dépôt légal de bouquins, t'avais souvent besoin d'avoir une structure juridique. Et donc, en fait, tout seul, ça marchait pas. Donc, il y avait besoin d'avoir une asso ou quelque chose derrière. Et donc, c'est ce qui a amené à faire ça. Mais c'est vrai que c'était pas du tout, je le concevais absolument pas comme une aventure entrepreneuriale. T'as juste ton projet, c'est juste cool, tu fais ton machin. Puis un jour, t'as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, en fait, t'es entrepreneur. Et là, tu captes le truc et tu dis, peut-être. Et encore. Et on s'en fout. Mais c'est ça. C'est surtout, on s'en fout. Ça va pas me définir demain, tu vois. Exactement. Et donc, au total, tu vas sortir trois romans, dont un qui sera édité par Michel Lafon. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter cette rencontre assez étonnante avec Michel Lafon himself? En fait, les deux bouquins, donc je sors le tome 1 du bouquin en auto-édition, je me retrouve à faire un salon du livre, parce qu'en fait là où l'histoire est marrante, c'est que elle est cumulée de successions de semi-opportunités avant que ça en soit vraiment une. C'est le premier bouquin sort, j'en imprime 25 exemplaires, je fais un salon du livre à Rouen, et j'avais ma bouille de mec de 14 ans, donc pas de barbe, tout mignon. J'ai vu des extraits. Voilà, tu vois genre vraiment premier de la classe. Et le bouquin se vend. C'est-à-dire qu'en une journée, je vends les 25 exemplaires, quand à côté, t'avais des auteurs bien plus confirmés que moi, qui en vendaient que très peu. Et je me sens tout content, et il y a une dame qui vient me voir, et il me fait « Ah, mais c'est super, mais vous avez prévu de faire un tome 2 ?» Moi, je dis « Bah ouais, carrément. » Et « Ah, mais vous sort quand ? Enfin, ça sort quand ?» Et moi, je suis dans 3 mois. Vous pouvez le précommander dès maintenant, si vous voulez. » Parce que j'avais absolument pas écrit de tome 2. Donc, je me retrouve pendant 3 mois comme un con à écrire en fait la suite, mais qui était pas du tout prévu, mais juste parce qu'une dame me l'avait acheté. Et je sors le bouquin à ce moment-là. Et en fait, quand le tome 2 sort, je suis en stage chez France 3, chez France Bleu Normandie. Je fais mon stage de 3e pendant une semaine. Je contacte une journaliste de Paris Normandie à l'époque, donc l'équivalent du Parisien à Rouen, qui en lui disant voilà, j'ai sorti un premier bouquin, un deuxième, j'aimerais bien en faire parler, etc. La nana m'appelle et en fait au même moment t'as une journaliste de France Bleu qui entend la conversation et qui est en mode mais ok super, est-ce que je peux m'en parler davantage? Je me retrouve à faire une interview pour France Bleu, puis ensuite après ça déclenche France 3 Normandie, puis BFM, puis après Europe 1, puis après le grand journal de Canal+. Et en fait en l'espace d'un mois et demi, le tome 2 qui devait être juste un projet pour une dame qui me l'avait acheté et parce que je lui avais vendu un bouquin à 10 balles et que je voulais absolument lui donner, se retrouve 3 mois après à être un truc où je me retrouve sur des grands médias. Tout un tas d'opportunités. Et en fait, merci à cette dame. Ah mais merci à cette dame, complètement. Ouais. Et en fait, le truc qui est assez marrant, c'est que au moment où ça se passe, qu'il y a une grande phase de médiatisation, moi je commence à me dire mais en fait ces bouquins-là, c'est peut-être le moment où je peux aller voir des grands éditeurs et leur dire bon bah voilà, j'ai fait ça tout seul. Je me suis pas trop mal débrouillé, j'ai vendu 2-3 000 exemplaires tout seul, est-ce qu'on ferait pas un gros truc quoi? Et donc je contacte toutes les maisons d'édition que j'adorais.
Donc à l'époque, moi je lisais énormément Guillaume Musso, il était chez XO Édition. J'adorais Guillaume Musso, je trouvais ça trop cool, je me disais putain, le plus grand vendeur de France depuis 10 ans, c'est incroyable. Je les contacte, je vais les voir, enfin ils me reçoivent. Je contacte Michel Lafon à l'époque, je contacte Gallimard Jeunesse, où je me fais retoquer mais d'une façon monumentale. Et puis rien ne se passe. Les trucs traînent, ça traîne. Et chaque année, je vais à la remise des prix du Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey, parce que j'avais été juré pour ce prix littéraire en 2012, donc au moment où j'adorais bien. Incroyable. Ouais, mais j'en sors dès que je peux. J'étais un grand lecteur quand j'étais petit. Je suis encore abonné, tu vois, au journal. Ah ouais. Vraiment, j'en reçois toutes les semaines. Mais parce que c'est un magazine qui a changé ma vie. Vraiment. Ça a changé ma vie. Ça m'a donné envie de lire. J'ai découvert en participant à ce prix littéraire, une rédaction. J'ai découvert un métier. J'ai découvert une industrie, celui des médias. Ça a vraiment changé ma vie. Et donc, je retourne à cette remise des prix. C'était en octobre 2015. Et je retourne là-bas. Et puis, je zone, je connais pas grand monde sur place, etc. Puis d'un coup, c'était à la Fnac d'Éterne. Et en fait, le rayon jeunesse et le rayon de réception est au dernier étage. Et où t'as une sorte t'as tous les bouquins jeunesse, puis après t'as une petite salle. Puis moi, j'attends qu'on sache qui a gagné ce prix, tu vois. Et d'un coup, je vois un monsieur qui se balade entre les rayons, un vieux monsieur, ouais, peut-être 65, 70 ans, qui regarde, qui observe. Et je me dis, mais je connais ce mec. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Je sais pas où, mais je l'ai déjà vu. Je réfléchis. Je dis, mais attends, ce serait pas un éditeur? Mais si, dans la vidéo de Natou, quand elle sort son magazine chez Michel Lafon, elle fait un moment avec Michel Lafon, c'est lui. Je dis là, au casse de malade. Et en fait, c'est bizarre parce que je pense que j'ai un peu perdu ce truc-là en grandissant, mais j'en avais vraiment rien à foutre. C'est que j'allais voir les gens et j'étais en mode, voilà, je vais voir ce mec, je lui dis voilà, bonjour monsieur Lafon, je m'appelle Guillaume, j'ai fait ça, j'ai écrit à vos éditeurs, ils m'ont pas répondu, j'adorerais écrire un livre chez vous. Il me tend la main, me serre la main, il dit rien d'autre, hein. Il me regarde, il me fait appelez mon bureau demain. Moi, je rentre tout guéri à Rouen, tu vois, j'étais allé tout seul à Paris, j'ai 16 ans, je rentre, je prends mon train, je raconte à mes parents. Et le lendemain matin, naturellement, j'appelle les éditions Michel Lafon, je tombe sur le standard et je leur dis voilà, bonjour, j'ai rencontré monsieur Lafon hier, il m'a dit de rappeler, il fait ok, pas de souci, on vous passe à secrétaire. Ok, oui, très bien, monsieur Lafon nous a prévenu, est-ce que vous êtes disponible mercredi prochain? C'est ouais, bien sûr. Ouais, pas de problème, papa, maman, j'ai pas école, mercredi. Et j'y vais avec mon papa et on arrive là-bas, on a rendez-vous dans son bureau. C'était incroyable parce que tu sais, il y a des gens comme ça où t'as des rendez-vous qui te marquent juste par leur capacité à être où ces gens sont eux-mêmes. Mais c'est-à-dire que il était dans son bureau, d'un coup il s'allume un énorme cigare. Enfin c'est des trucs où t'as l'impression d'être à l'ancienne, vraiment. Dans un film un peu. Exactement. Et donc je lui raconte et tout, il fait ok, alors je vais vous présenter votre éditeur. Voilà, on va vous faire une offre. Ok. Je repars, on va vous faire une offre. Mon père, il est en mode, bon, attends, tant qu'il n'y a pas, doucement. À peine monté dans le train une demi-heure plus tard, à Saint-Lazare, je reçois le mail. Voilà notre offre, voilà ce qu'on te propose. Un bouquin, telle date de sortie, tel à valoir, tel contrat, tel pourcentage. Est-ce que t'es OK ou pas? Et je dis oui, le contrat a été rédigé. Et un an après, le bouquin sortait chez Michel Lafon. Mais ça a été une aventure assez extraordinaire. Et en fait, je pense aussi que dans ma tête, c'est le moment où ça a un peu clôturé une phase qui était celle du milieu de l'édition, de la littérature, etc. Parce que j'étais arrivé au bout de ce projet. C'était le personnage de William Clark, mon bouquin, allait être édité par une grande maison d'édition que j'admirais, avec des éditeurs formidables qui m'ont accompagné là-dedans, où j'ai pu travailler avec eux, apprendre aussi à mieux écrire. Enfin, ça a été... C'est un chapitre de ta ouais, vie, vraiment. Quoi. Et c'était en pleine période... à ce moment-là j'étais en seconde, je rentrais en seconde. Oui, c'est ça. Je rentrais en première, je suis plus mal entre les deux. Et ça a été un vrai chapitre. Et qui s'est fini et c'était super. On a vendu 10 000 ex, je crois, et très content, quoi. Ouais, ce qui est vraiment très bien. J'ai fait une petite promo, enfin, trop cool. Mais c'était une belle aventure. Et effectivement, ça te génère des opportunités, comme tu l'as raconté, notamment de faire une chronique sur le Grand Journal pendant 6-7 mois. C'est ça. Et aussi d'être auteur chez Canal+ pour des programmes courts.
Ouais, alors ça a été très très court. Raconter ça. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu la phase de médiatisation avant, au début des bouquins, ça qui était assez forte. Puis après, comme toute phase de médiatisation, moi, je savais pas, je découvre à ce moment-là, tu montes, on te voit partout, t'as des articles de presse de balade, etc. Et d'un coup, boum, fini. Et c'est un truc quand t'as 15 ans qui est assez douloureux. C'est que ça ne s'arrête pas jusqu'au moment où ça s'arrête, et au moment où ça s'arrête, tout ressemble à un petit vide. Ensuite, il y a eu la phase, pour le coup, de travail avec Michel Lafon, etc., où là, pour le coup, c'était assez calme. Et quand le bouquin sort, je me retrouve invité au Grand Journal de Canal, qui était à l'époque présenté par Victor Robert. C'était un peu c'était la dernière saison. Et pendant la pub, et ce soir-là, ça se passe très bien. Vraiment, je crois que j'étais très très content d'être présent sur ce plateau, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, parce que j'avais une revanche à prendre avec la première fois où je suis allé au Grand Journal, qui était qui a un trauma, qui a un vrai trauma. Tu peux me le raconter? Ouais, c'est en fait, la première fois que, quand on parlait tout à l'heure de la notion de quand on dit de toi que t'es entrepreneur, moi, la première fois que quelqu'un m'a dit que j'étais entrepreneur, c'était au Grand Journal de Canal. Surtout que on te présentait comme le plus jeune entrepreneur de France. Sauf que t'imagines. Ce qui voilà. La petite histoire, c'est quoi? C'est ce qui met une petite pression. Ah oui, pas qu'une. Ouais, pas qu'un peu. T'as 15 ans, d'un coup, tu rentres du bahut. Ton père t'attend et il te fait, papy et mamie ont eu un appel parce que c'était les seuls dans les pages jaunes, donc j'ai rappelé, demain soir t'es invité en direct au Grand Journal. Moi, je connais un peu Canal, mais mes parents étaient pas abonnés à Canal. Je tape Grand Journal de Canal+ sur Google, je vois Michel Denisot, 2 millions d'audience, et je suis en mode, ah d'accord. À l'époque, là, donc c'était Antoine Decaune, l'animateur, il me dit voilà, par contre il t'invite, mais c'est pour un sujet très particulier, c'est que c'est la loi Macron. Qui est en train de passer, et ils veulent un retour d'expérience d'un jeune entrepreneur sur la loi Macron. Moi, je n'en ai aucune foutre idée. C'est-à-dire, je ne connais pas ça, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je m'intéresse pas à la politique. Moi, je lis des bouquins. Enfin, moi, dans ce que je lis, c'est des mecs qui vont dans l'espace et qui vivent des trucs de fou. C'est pas savoir ce qu'il y aura dans la loi Macron. Tu vois. Donc, toute la soirée, je révise. Mais vraiment, je vais sur servicepublic.fr, je regarde tous les textes de loi, les trucs, les machins. Et le lendemain, je suis en full stress. Mon père m'accompagne. On se retrouve au Grand Journal, et qui était tourné à l'époque dans les studios de Quotidien actuels. Donc, rue des Cévennes, dans le 15e à Paris, au-dessus de la Gare. Et donc, t'as le magnifique studio, sublime, immense, magnifique. Et où j'arrive, il y a Antoine Decaune qui vient me voir et qui fait viens, je vais te faire visiter. Et en fait, il m'a fait redescendre un peu mon stress à ce moment-là. Donc, il me fait visiter le plateau. Bon, qui est quand même impressionnant parce que t'avais un public de malades, des chauffeurs de salle, des techniciens partout, des lights de partout. C'était vraiment gigantesque. J'ai jamais vu ça. Et puis, au moment où je reviens dans la loge, avant le direct, là, je sens que ça monte. Mais en fait, pourquoi? Parce que moi, les interviews d'avant, elles me faisaient pas trop stresser parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu t'habitues à parler de toi. Enfin, c'est tout bête, mais poser 3 questions sur toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est simple, parce que tu parles sur toi. Voilà, non, mais tu vois, là, on n'avait pas parlé de moi. On avait parlé d'une loi, d'un ministre, avec autour de la table des députés, Natacha Polony, Guillaume Gibaud du Slip Français qui était invité avec moi. On se rencontre à ce moment-là. Et en fait, t'as un moment où tu te retournes, en fait, au Grand Journal, ils disaient un truc, c'est que t'étais dos au plateau, face à la régie, et t'avais la caméra qui se filmait comme ça. Et en fait, d'un coup, elle dit, t'as une énorme musique, et c'est Guillaume Gibaud et Guillaume Bénèche sont les invités du Grand Journal. Applaudissements, toi tu te retournes et tu marches, tu vas sur le plateau. Je dois avouer qu'il est fort probable qu'à ce moment-là, j'ai eu très très envie de faire pipi. Non mais c'était tellement stressant, c'était horrible. Horrible. Tu n'as pas émotionnellement la force à 15 ans de supporter un stress comme ça. Et donc je me retrouve autour de la table et j'ai revu, parce que moi j'ai tout enregistré. Et mes parents ont aussi beaucoup enregistré. Donc j'ai revu il y a pas si longtemps que ça les images et j'ai envie de me buter, quoi. Vraiment, j'ai envie de me frapper moi-même. En mode, mais arrête de parler comme ça, tais-toi, quoi. C'était terrible. Et bon, il y a une anecdote aussi, mais que je vous passerai sur le Gorafi. Enfin bref, ce jour-là. mais horrible, terrible moment. Je repars, je suis pas content. Je suis limite gêné, je suis pas bien. J'ai l'impression d'avoir merdé et l'impression de m'être exposé auprès d'une grande quantité de personnes
en n'ayant pas été bon. Et donc c'est aussi les premiers moments où tu commences à avoir des haters sur Twitter, etc. Et je me fais défoncer. Ah mais qu'est-ce qu'ils font ces parents? Ah bah sans l'argent de papa et maman. Bah non en fait. Enfin moi les seuls argent que m'ont donné papa et maman c'est 70 balles pour déclarer l'assaut. Enfin tu vois, et c'est un truc qui est hyper perturbant parce que tu te retrouves très attaqué et en même temps t'es pas content de toi, et parce que tu fais une émission où t'as trouvé ça génial, où ça a été génial. Tu ressors, tu te fais un peu défoncer, bon, c'est pas grave parce que j'adorais mon expérience. Quand tu ressors d'un truc où t'étais pas bien, où tu sais que t'as pas été bon, et qu'en plus de ça, tu te fais défoncer, en vrai, t'as un truc qui est assez douloureux. Et donc, cette expérience-là, elle a été assez traumatisante. Et quand je reviens au Grand Journal, 2 ans, c'était le 17 février 2015, ça devait être début septembre 2016. Là, faut que j'y retourne. Là, j'ai grandi, j'ai travaillé aussi sur le bouquin, je me suis intéressé à la politique. C'est le moment où ça change. C'est qu'en fait, après ça, quand tu te retrouves face à 2 députés de la nation qui ont une position très très ferme et que toi t'en as pas, ouais, tu révises et tu commences à t'intéresser au sujet. Et je me retrouve dans cette émission-là, et donc je suis très à l'aise. Je suis très très à l'aise. Et je me sens très bien. Et donc je réponds super bien aux questions. D'un coup, je vois un extrait de ma prof de français de 3e que je ne pouvais pas blairer, qui ne pouvait pas me blairer, mais qui d'un coup, pour Canal, bizarrement, dit un truc super gentil. Moi, ça me termine. C'est que je suis en mode, j'ai jamais entendu dire ça, tu vois, ça me perturbe. Mais ça se passe bien, et la productrice vient me voir à la pub et me fait, bah écoute, on aimerait te proposer, si ça t'intéresse, de faire des chroniques de temps en temps. Je suis en mode ok, elle me dit, est-ce que je peux appeler tes parents pour organiser ça et tout. Donc je donne le numéro de mon père. Mon père l'appelle le lendemain. Ça me fait trop rire parce que vraiment mes parents se sont retrouvés dans un rôle mais qui est lunaire. Un bourbier. Non mais un bourbier, vraiment. Mon père il me rappelle ensuite le lendemain, il fait c'est bon, je l'ai eu, hein, donc j'ai négocié ton salaire, hein, ça va 90 € la chronique. Et moi j'étais en mode putain 90 balles, trop bien. Ce qui est ridicule, 90 balles la chronique. TTC ou hors taxe? Mais non mais j'aime pas hein. Ça serait trop simple sinon. Et où en fait c'est un truc où mais sauf que pour moi, je m'en fous. Mais bien sûr. Tout ce que je veux, c'est être sur ce plateau. Et donc, je me mets à faire ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 mois, ouais, à peu près. Bah, quasiment jusqu'à la fin. Un peu avant. J'ai arrêté un peu avant la fin de l'émission. Et où je faisais des chroniques sur des jeunes européens qui faisaient des trucs trop cool et que j'adorais. Parce que je considérais que, bah, s'il y a bien quelqu'un qui peut mettre en avant des jeunes, c'est un jeune. Et donc, c'était assez chouette comme expérience. Et puis bon, après ça s'est arrêté. Après j'ai travaillé effectivement un tout petit peu avec Canal, avec la création originale sur des blagues ou des petits sujets pour des formats courts. J'ai bossé sur un projet d'émission pendant un long moment que je voulais développer sur qui embarquait des jeunes, etc. Et voilà, bon finalement qui s'est pas fait. Mais ça a été une expérience. C'est vraiment, tu vois, il y a des moments où je sais pas, t'as eu l'expérience édition, là t'as eu l'expérience télé. Et l'expérience télé, ok, c'est bon. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. Je sais pas si j'y retournerai un jour, peut-être. Mais ça m'a suffi. En vrai, ça m'a suffi. Comment est-ce que t'as vécu tout ça? Parce que globalement, t'as vécu tout un tas de choses hyper rapidement, tu vois, sur un temps assez court et en étant très jeune. Est-ce que t'as un peu eu l'impression de vieillir un peu plus vite que les autres, entre guillemets? Alors oui et non. Non, parce que en vrai, avant le lycée, pas du tout. Moi, j'avais l'impression, si tu veux, t'avais des potes au collège qui faisaient du sport, d'autres de la musique. Moi, j'avais ça. Et ça changeait pas. C'est-à-dire, je suivais mon parcours académique, etc. Alors, il y a eu des moments qui étaient plus compliqués à l'école, mais j'ai pas eu l'impression pour autant de grandir plus vite. Enfin, du moins que je grandissais plus vite à cause de ça. Au lycée, il y a eu des moments qui étaient un peu plus difficiles. Parce qu'en fait, non pas par rapport forcément aux autres élèves, mais par rapport au cadre. C'est que, ouais, quand t'as 16 ans, /17, que tu quittes le lycée à 15h pour être en plateau en journal à 19, que tu rentres chez toi, qu'il est hyper tard parce qu'en fait, tu reprends le dernier train, puis ensuite tu rentres, puis tu parles avec tes parents un peu, alors c'était comment, etc. Puis tu te poses. Et puis moi, je venais de Rouen, donc il y avait quand même un petit parcours, quoi. Le lendemain matin, être à 8h en cours, ça faisait bizarre. Quand la veille au soir, t'avais l'acteur de The Wire ou t'avais Sting qui était en plateau
ou Yannick Jadot, et que le lendemain matin, tu te retrouvais face à ton prof de maths, oui, naturellement, ça fait un peu bizarre, tu vois. Et donc, t'as un peu ce truc où c'est pas que tu te sens en décalage, c'est que t'as l'impression d'avoir déjà un pied à 1 an et demi plus loin. Tu vois, c'est-à-dire que t'as déjà un pied dans une vie professionnelle qui n'est partagée par pas grand monde en interne, et où c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Je pense que c'est à ce moment-là où moi, dans ma tête, j'ai eu qu'une envie, c'était faut que j'aille à fond. Et je veux le faire à fond. Même si j'ai mis du temps à l'accepter, à me l'autoriser. Mais ouais, la première et la terminale, c'est dur. Moi, je suis des moments où je me suis... j'ai eu 2 profs qui le comprenaient au lycée, mon prof de philo et mon prof d'histoire. Ma prof de français, c'était compliqué. Très compliqué. Et donc après le lycée, qu'est-ce que tu fais? J'ai cru lire que t'as candidaté à Sciences Po Paris, et que du coup ça t'a amené à partir à Montréal. Exactement. En gros, bon, dans ma famille, on n'a pas fait beaucoup d'études. Donc ce qui fait que moi, mes parents ont toujours été en mode, il faut que tu fasses de grandes études. S'il y en a bien un qui fait les grandes études dans la famille, c'est toi. Donc j'étais en mode, ok. Pas de pression. Je vais faire des grandes études. Et mes parents me parlaient souvent de Sciences Po. C'est la façon Sciences Po, sauf toutes les portes. Sciences Po, c'est la grande école. Après Sciences Po, tu peux faire l'ENA, et puis après, tu pourrais être président de la République. Et en fait, je me retrouve au moment où il faut déposer les candidatures à Sciences Po, et je suis très confiant. En fait, je suis confiant parce que moi, on m'a toujours dit, tu as ton dossier scolaire / extrascolaire. Et puis après, t'as les écrits et voilà, mais t'as une chance. Et je me dis, avec mon dossier extrascolaire, j'ai peut-être une chance quand même d'accéder direct à l'oral. Mais un ego, mais surdimensionné, les mecs, en fait. Vraiment. Surtout que face à ça, moi, j'ai connu mon associé Antonin 1 an avant qu'il entre à Sciences Po. Et Antonin, je l'ai vu travailler pour Sciences Po. Mais comme un malade. C'est vrai qu'il a beaucoup bossé. Il lisait un nombre de journaux anglophones par semaine. Il a fait une prépa. Il a bossé comme un fou. Enfin, vraiment, il travaillait, quoi. Et moi, j'étais en mode, oh, ça va le faire. Puis je reçois les résultats. Et ouais, admission, mais sur concours. Donc là, j'ai 10 jours pour bosser le concours. Donc, je bosse ce concours comme un malade. Voilà, quoi, je l'ai pas eu, hein. C'est clairement, hein, tu comprends pourquoi il y a des prépas qui existent, pourquoi il y a des mecs qui révisent pendant 2 ans. Enfin, juste parce que c'est un vrai concours. Alors, ma note en histoire était pas trop mal, mais, en anglais, laisse tomber, j'ai eu 4, il y avait une étude de poésie. Moi, j'étais pas à l'aise avec la poésie, j'étais à l'aise avec des romans, mais pas avec la poésie. Donc, je suis 6 sur 20, je crois. Enfin, donc voilà, je me suis bien rétamé. Et en fait, à ce moment-là, je regarde un peu ce qui peut se faire ailleurs. Je connais quelqu'un qui part, à Montréal, et je me dis go, qu'est-ce qui peut se faire à Montréal, et donc je pars là-bas à l'université de Montréal en communication et sciences politiques. Je crois qu'en fait au fond j'avais surtout très très envie de partir d'un côté, et de l'autre c'est le moment aussi où mon aventure entrepreneuriale à côté elle commence à changer. Le magazine qu'on avait lancé en national avec Antonin commence à se casser la gueule, on n'a plus de régie publicitaire, on perd de l'argent, on a voulu mettre le prix du magazine très très faible parce que le magazine était gratuit avant, et on partit du principe que pour que la culture reste accessible à tous, il y a une nécessité à ce que le montant du magazine soit faible, sauf qu'un magazine à 90 centimes ou à 2 €, ça ne marche pas, preuve en est, personne ne le fait. Et donc c'est bon, la boîte se coule. Et donc c'est le moment où le petit mardi est en train de se casser la gueule, c'est le moment où je me retrouve à Montréal, Antonin est à sa première année à Sciences Po, enfin c'est un truc un peu, tu vois, de semi-transition, pas hyper à l'aise, je sais pas trop quoi faire, et je me retrouve à Montréal, et en fait là-bas je suis très content d'être indépendant, mais aussi très malheureux parce qu'en fait ma vie est à Paris, même si j'ai jamais vécu à Paris, mais ma vie est à Paris avec mon associé, mes amis qui sont venus vivre à Paris, les projets entrepreneuriaux, mes connaissances professionnelles, tout est à Paris. Et les cours me font chier à mourir. Enfin, on va être très honnête, hein, vraiment, je m'emmerde. Passer 6 mois sur les autochtones québécois, j'adore l'idée de pouvoir les étudier. Mais si tu veux, moi, c'était pas du tout un tropisme personnel, ça m'intéressait pas tant que ça. Et donc, je décide d'arrêter. Et t'arrêtes au bout de combien de temps? J'ai fait le premier semestre que j'ai eu. Je suis quand même content. J'ai eu 1 semestre de cours. Bravo. Voilà, merci. Et le deuxième, je me foire complètement, je le valide pas en entier. Et en fait, je rentre à Rouen
au moment un peu avant les résultats, et en fait je regarde les résultats, je l'ai pas, et en fait j'ai deux options, c'est soit je retape mais je repaye aussi parce que j'ai fait un prêt étudiant pour faire mes études, donc c'était ok, donc c'est à dire que je dois ressortir de la thune et tout, soit juste j'arrête, et en fait voilà. Et ce jour-là, c'est la seule fois où j'ai vu mes parents me parler d'études autrement que par faut faire Sciences Po, faut faire l'ENA, faut devenir président de la République. C'est mes parents mon père qui me dit écoute, on a bien compris que t'étais pas heureux, donc on te propose un deal. Quand ça commence comme ça, souvent c'est que ça pue. Mais à la limite, c'est un bon moyen de se motiver. Mais on fait voilà, t'as 6 mois pour gagner ta vie, payer ta vie à Paris et avoir un semblant de futur. Mais nous, pendant ces 6 mois, on t'aide pas. Donc grosso modo, tu te démerdes, mais t'as 6 mois. Et si dans 6 mois, tu gagnes pas d'argent et tu n'es pas capable de payer ton loyer toi-même, sauf par de la dette, parce qu'en fait, moi, je m'étais endetté avec mon prêt étudiant, j'ai payé mon loyer, quoi. Si t'es pas capable de faire autrement, bah tu rentres à Rouen, on te fout à la fac. Pas de pression. Ouais, non, mais sauf que moi, rien moi bien. Aller à la fac de Rouen, mais c'était un mouroir dans ma tête. C'était un mouroir. C'était être parti à Paris, au lycée, etc., vivre mes trucs à Paris, me retrouver à Montréal, à 6000 bornes, revenir à Rouen pour me retrouver chez mes parents. Non. Hardcore. Non, je pouvais pas. J'en étais incapable. Ah ouais, donc ce qui fait que bah c'était alors je peux vous assurer, faites ça dans la vie, hein. C'est une bonne motivation, parce que dès le lendemain, t'es à Paris, t'es en mode, il faut que je trouve un moyen de bosser et de gagner de la thune. C'est ce qu'on a fait avec Antonin, en fait. C'est le moment où Audace commence à prendre. C'est le moment où, en fait, on fait que ça. On fait que ça. Lui, il allait pas en cours, il a chopé une dispense d'assiduité, et moi, je passais mes journées avec lui juste à essayer de vendre des trucs. Mais on savait pas quoi, mais à vendre des trucs. Parce qu'il fallait payer le loyer, et moi, il fallait que je dise à mes parents dans 6 mois, c'est bon. Dès le départ, ça s'appelle Audace. Ouais, dès le départ, ça s'appelle Audace. Audace, c'est un nom qu'on trouve à l'époque quand j'étais encore à Montréal, etc. C'est le moment où le petit mardi meurt. On se retrouve avec des dettes. On avait entre 15 et 17 000 euros de dettes à peu près. On fout la moitié de nos prêts étudiants avec Antonin là-dedans. Nos parents sont pas au courant. D'où le fait aussi de vite trouver un travail. D'où le fait aussi de est-ce que je retape une année, sachant qu'en fait la moitié du prêt était déjà partie dans le petit mardi. Enfin, et c'est le moment où en fait on se dit ok bon, on sait à peu près communiquer sur nous. Est-ce qu'on pourrait le faire pour d'autres? On sait à peu près faire du contenu. On l'a fait dans un magazine pendant 8 ans. On a réussi à engager des gens. On avait des taux de vente qui étaient très très bons avec le petit mardi. On vendait 25% des exemplaires, ce qui est 3 fois la moyenne en kiosque. On tirait plus que les Inrock. En vrai, ça marchait bien sur le papier. Sauf que le papier nous a aussi tués. Et donc, ce qui fait que dans la réflexion, c'était si ce contenu fonctionne bien de cette manière-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire autrement, et notamment par le digital, sachant que les réseaux, c'est ce qu'on consommait. Et donc, on a essayé de monter un modèle comme ça, où on se disait, bon, comment on peut faire du contenu? On n'avait pas forcément la vidéo en tête, jusqu'alors, mais on était sur, du texte rédactionnel, gérer les réseaux sociaux de personnes, monter des campagnes paid, créer des sites internet, raconter de l'histoire autour des boîtes, vraiment du storytelling pur, c'était faire de la photo, enfin, on avait plein d'idées, des RP aussi pas mal, et en se disant on va se lancer d'abord en Normandie, tester autour de Rouen. On a chopé 3 clients, le premier qui nous a pas payé, le deuxième qui nous a viré, et le troisième avec qui ça s'est bien passé, mais on n'a pas fait grand chose. N'empêche que ça nous a permis à ce moment-là donc de créer une boîte qui s'appelait Audace, en se disant en vrai ça nous représente plutôt pas mal, et de se dire on va essayer de trouver le modèle au fur et à mesure. Et on a mis du temps. En fait, c'était tout le truc qui était très frustrant, c'est que d'un côté on avait vraiment besoin d'argent, et je pense que c'est tout le problème de l'entrepreneur quand il se conçoit entrepreneur, c'est qu'en fait tu veux tout de suite, tu penses direct à ouais moi je veux générer des millions, je veux faire plein de thunes, etc. Parce que en fait ta première priorité c'est d'abord de vivre. C'est comment tu payes ton loyer, comment tu bouffes, comment tu payes tes sorties, surtout à Paris. Enfin, t'as des potes qui disent tu veux venir boire un verre, ouais bien sûr, 12 balles la pinte, bah non frérot, tu vois, genre c'est pas possible. Donc ce qui fait que t'as besoin de suivre, donc t'as besoin de générer de l'argent. Et donc t'es contraint à la fois par ce que tu sais que tu pourrais faire et ce dont tu te penses capable. D'un autre côté, une réalité qui est celle de tu es nul. Fondamentalement, tu es nul, tu n'as jamais vraiment vendu un truc. Ton discours n'est pas meilleur que celui d'un autre. Enfin, tu découvres au sein de l'univers. Non, on avait un des premiers produits qu'on vendait, qui était un produit de référencement / storytelling pour des petits commerçants. On a fait la tournée
des cafés, des laveries, des pressings, honnêtement, de la rive droite à Paris. Avec notre petite cravate, notre costume, en se disant faut qu'on soit sérieux et qu'on paraisse sérieux. On avait 19 ans. Et jusqu'au jour où il y a un mec, un restaurateur, on arrive devant lui, et il dit voilà, ça coûte 300 € par mois, nous on vous accompagne, on essaie de renforcer votre position sur Google, de renforcer vos avis, de créer du discours sur votre site et sur vos réseaux. Et là, il fait mais pourquoi vous voulez que je foute 300 balles là-dedans alors que je pourrais juste offrir un kir à toutes les personnes qui s'assoient en terrasse. Et là on s'est dit bah ouais, ok. Donc c'était pas forcément le bon modèle. Et donc on a travaillé le truc et c'est là qu'a commencé à s'introduire la vidéo avec un premier client qui était un tailleur. Et c'est là qu'Audace a vraiment commencé à naître. On est en 2020. On arrive 2020. Ouais. 2020. On est en janvier 2020. Donc juste avant le Covid. S'ensuit effectivement l'arrivée de la pandémie. Est-ce que ça impacte votre aventure? Terriblement. Ouais. Et positivement. Pourquoi? Parce que tout le monde se retrouve sur les réseaux, parce que TikTok devient la plateforme sur laquelle tout le monde est, parce que la plateforme gagne 4 millions d'utilisateurs en l'espace de quelques mois, et que nous, on y était peut-être depuis septembre-octobre, qu'on avait vu arriver Danone dessus en grande marque, qu'on avait revu pas mal de gens qui avaient été partenaires du Petit Mardi ou qui avaient soutenu le Petit Mardi, le groupe Bayard, avec Okapi, enfin plein de gens qu'on connaissait en fait de notre première expérience. Et à qui on parlait de TikTok. Et c'était en mode, ouais, mais non, c'est un tout jeune réseau, les gens dansent dessus, enfin, vraiment, tous les clichés qu'on connaît sur TikTok au début, quoi. Et la pandémie change tout. Moi, pendant la pandémie, je me dis, tiens, ce serait le moment de créer un format sur TikTok autour d'aventures entrepreneuriales, d'anecdotes inspirantes, de sujets historiques à rigoler un peu différemment, enfin, raconter un peu différemment. Et je lance une vidéo par jour comme ça, et en fait, le truc prend très bien. Je me retrouve avec 100 000 abos, 8 millions de vues en 2 mois, trop cool. Moi, je suis en mode, waouh, influence les mecs. Enfin, en vrai, c'est hyper surprenant. J'avais jamais vécu ça, j'ai trouvé ça, c'est une expérience assez fascinante de voir tes abonnés qui montent. Genre, c'est vraiment marrant. Et à ce moment-là, on commence à se faire contacter par des marques. Moi, je reçois des mails de marques, d'une école de gaming à Lyon qui m'écrit, etc. Il dit, voilà, est-ce que vous voulez faire une vidéo sur nous et tout. Donc je dis ouais, pas de problème. Par contre, on va faire un deal. C'est que moi, je vous fais la vidéo. Je parle de l'école dedans, donc l'histoire du gaming. On va parler de l'école de gaming. Par contre, si ça marche bien et que ça fait tant de vues, on ouvre le TikTok de l'école. Et je crois que c'est le moment où on a craqué le truc avec Anto. En fait, c'est le moment. On a compris que les marques à ce moment-là avaient besoin d'un truc, c'est d'être accompagné sur de nouvelles écritures sur les réseaux, d'avoir du contenu qui n'était pas publicitaire, qui était en fait du contenu propriétaire, éditorial, diffusé par les marques, et surtout d'avoir une force de prose en volume. Va sortir, à l'époque, TikTok, si tu sortais pas une vidéo par jour, en vrai, ça ne prenait pas. Donc t'avais un besoin, t'imagines, 30 contenus vidéo pour des marques. Si t'étais dans le modèle publicitaire à la Publicis, Savas ou DDB il y a 4 ans, 30 vidéos par mois, c'est 300 000 balles par mois. Ouais. Non, mais c'est inimaginable de mettre ça sur les réseaux. Et donc, il y avait un vrai modèle à imaginer. Donc, on a fait ça. Et puis, il y a eu ces premières écoles, puis une deuxième boîte. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que les gens achetaient le truc. Alors, c'était pas cher. Hein. Enfin, on vendait ça. Je crois le premier mois, on devait être à 2000 balles les 30 contenus par mois, quoi. Et un jour, on est contacté par Universal Music, notre cliente Camille, qui nous écrit et qui me propose de faire des vidéos autour de la musique sur mon compte. Et idem, on lui dit, mais écoute, non, viens, on monte un compte autour des années 90, aux années 2000, on raconte des anecdotes sur ces musiques-là, et on essaie de faire péter les sons sur TikTok pour renforcer l'écoute sur les playlists. Et là, je crois que c'est vraiment le moment où on comprend que notre modèle va allier édito, strat et prod. Le compte... je crois au bout de 15 jours, dépasse les 1 million de vues. Aujourd'hui, c'est un compte qui a 300 000 abonnés, qui a généré, je crois, 800 millions de vues ou 700 millions de vues. Sur TikTok, qui continue à exister, qui a ramené énormément d'écoutes sur les playlists. On a monté d'autres. Le son des darons sur les années 50 aux années 80. On a monté le compte de Dalida, de Balavoine. Enfin, on a fait beaucoup de choses avec Universal pendant 4 ans. Et voilà. Et en fait, c'était une succession comme ça de petites opportunités qu'on a réussi à transformer. Alors, c'était tout petit volume. J'imagine, enfin, je crois qu'en octobre 2020, on doit faire en mensuel, on doit avoir un MRR de 12 000, 15 000 euros peut-être, max.
Vraiment grand max. Mais ça te permet de travailler. Au début, on travaille avec des freelances, d'avoir ton premier stagiaire, d'essayer de trouver une façon d'aller plus vite, de toucher plus de monde, de trouver d'autres clients. Et puis bon, la réputation, au fur et à mesure, fait que ça avance, quoi. Et ce qui est cool, du coup, c'est que vous avez réussi à transformer une influence perso en effectivement contrat avec des grands comptes, etc. Et même des projets qui, au-delà d'être des contrats, sont des aboutissements aussi pour Audace, quoi. Clairement, disons que moi, l'expérience télé, médias, réseau m'a un peu suffi à titre personnel en termes d'exposition. J'avais aucune envie de continuer à faire ça sur mes comptes et devenir influenceur ou créateur de contenu. Moi, en vrai, ça m'intéressait pas trop. Il y a eu une époque, je pense que ça m'aurait beaucoup intéressé. Là, c'était plus trop le cas. Et qu'en fait, il y a un moment donné, moi, il y a eu un shift après le petit mardi dans ma tête, c'est que et ce shift s'est particulièrement fait en 2021. J'adorais avoir des projets. Avant, j'adorais avoir plein de projets. J'avais envie de faire plein de trucs. Donc, c'était le bouquin, c'était la maison d'édition, c'était le magazine, et puis tiens, on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ci. Tiens, j'ai une idée de site internet, on pourrait faire un truc comme ça, viens, on le code rapidement, et dans une semaine, c'est lancé. Enfin, j'avais un besoin incommensurable de créer des trucs, tout le temps. Le problème, c'est que quand tu crées plein de trucs et que tu fais plein de trucs, ton effort et ta concentration sur les projets est naturellement divisé. Donc, en fait, tout l'investissement que tu vas mettre sur ton bouquin, ça va peut-être être 40% de ta capacité. Tu vas en mettre 30% ailleurs, et voilà. Et en fait, le moment où Audace change, c'est le moment où, en fait, tu t'alignes complètement. On s'aligne complètement avec la boîte en se disant, il y a que ça qui compte. Et pas que ça au sens, pas la jouer entrepreneur bullshit, fini la vie perso. Non, c'est juste, c'est ton seul projet, quoi. T'as pas de projet personnel de devenir influenceur personnellement. Oui, ton personnel branding, il se construira au fur et à mesure du temps par ta réputation. C'est pas obligé de poster 50 posts sur LinkedIn pour devenir le chef, tu vois ce que je veux dire. On s'en fout. T'as pas besoin de vouloir absolument être présent à la télé ou dans les médias pour pouvoir exister, etc. Et moi, c'était un truc qui était très compliqué dans ma tête parce que j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon éducation à ça, c'est fait par effectivement la médiatisation importante, ça a été par les articles, ça a été par Canal, c'était par Europe 1 aussi, parce que j'ai accepté un job sur Europe, en plus d'Audace à un moment, parce que je me pensais capable de le faire et parce que j'étais surexcité à l'idée de bosser pour une radio, surexcité à l'idée d'avoir plein de projets. Aussi, dans ma tête, ça me donne l'impression d'être très occupé, parce que t'as aussi ce truc-là. En vrai, t'es entrepreneur, quand tu commences, tu fous rien. Enfin, faut être honnête. Tu t'inventes un travail, t'as rien à faire. T'as pas de clients, tu sais pas comment aller les chercher, t'écris 10 docs, 15 docs, 30 prêts, enfin, en vrai que nenni, aujourd'hui je me rends compte, mais qu'est-ce que c'était cool, tu vois. Et en fait, le truc c'est qu'une fois que tu te concentres et que tu t'alignes sur un truc, ouais, naturellement la boîte elle change. Naturellement, tu trouves le bon modèle. T'arrives à convertir le truc qui t'a aidé, donc qui a été cette médiatisation, les contenus sur les réseaux, ce contact-là que t'as rencontré il y a 3 ans et tu te dis mais tiens en fait, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire? En fait, tout s'aligne pour être au service de ta boîte, parce que c'est ta boîte qui compte. En fait, à la fin, tu peux pas être sur 10 000 projets en même temps. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec les alors je vais pas dire serial entrepreneur en l'occurrence, mais les porteurs. J'ai que 2 projets. Hein. Non mais tu vois, mais les porteurs cumulés de projets, mais en nombre où t'as l'impression qu'ils font toujours un truc nouveau tous les jours. Détente, viens, concentre-toi sur un, essaie d'en faire marcher un, puis après on avance. Et tu pourras en faire 10 autres après. Mais c'est-à-dire que voilà. Et moi, je sais que ça a été un énorme changement. Tu vises pas les céréales, tu vises les multi-entrepreneurs. Ouais, les multi-entrepreneurs, mais vraiment, c'est vrai. C'est ça, mais c'est multi, clairement. Parce que céréales, il est sur son projet, mais ensuite, il en fait plusieurs. Exactement. Et donc, hyper intéressant. Comment est-ce que cette agence est grandie au fur et à mesure du temps, finalement, de 2020 à aujourd'hui? J'imagine que votre offre s'affine, que justement vous apprenez le métier aussi en le faisant, entre guillemets. Est-ce que tu peux me raconter un peu, me résumer un peu ces 4 années en 4 étapes, on va dire. Carrément. 4 années en 4 étapes. La première étape, en vrai, tu cherches ton produit. Fondamentalement, tu cherches exactement ton produit. Qu'est-ce qui se vend? Comment tu le designs, comment tu le penses, comment tu fais en sorte qu'il soit apprécié par tes cibles. Donc en l'occurrence, c'est du B2B. On va chercher principalement des grandes marques et des grands comptes.
ce qui va changer, mais ça, c'est le point 4. C'est-à-dire que tu cherches ton produit. On a réussi à designer un produit qui était un contenu éditorial de très bonne qualité. Voilà, j'entends qualité agence. C'est que nous, on n'a jamais été dans le côté faut faire des contenus snack and dirty, machin. Non, une marque, elle a une image de marque, elle a besoin d'un contenu qualitatif. Pourquoi un Havas ferait un très beau contenu et pourquoi tu chierais un truc toi à côté? Enfin, en vrai, fais une belle vidéo juste pour la moins chère. T'as pas 50 personnes qui vont poster sur sa vidéo, parfois t'en as que une ou deux. Donc, mais là, au bon prix et à un prix accessible. Donc nous, c'était le produit, c'est un contenu éditorialisé qui apporte de la valeur à des prix accessibles et d'un contenu et avec un contenu en tout cas très qualitatif, que ce soit techniquement ou éditorialement. Ça, c'était le premier point. Ça, c'est la première étape. Ça, on a mis du temps. Évidemment, t'as des débuts, et même encore, t'as toujours des erreurs, des sujets. On en produit entre 5 et 6 000 par an. Donc, c'est-à-dire que t'as toujours des contenus qui foirent. Mais en tout cas, ta qualité, elle essaie d'être préservée au fur et à mesure, ça monte. Ça a été la première étape, et je dirais que les clients en volume ont renforcé lors de cette première étape le fait d'améliorer cet aspect-là. C'est comment ton produit à la fois meilleur, mais qui correspond encore davantage au marché. C'est-à-dire que mine de rien, le marché évolue. T'as des gens qui avant voulaient une vidéo de 90 secondes, maintenant peut-être que c'est de 30. Enfin, je caricature, mais en tout cas, tu dois le faire évoluer. Il est pas figé ton produit. Donc ça, c'était la première étape, et je pense qu'il a bien fallu attendre facile post-Covid, mi-2021, pour arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Deuxième étape, c'est comprendre que si tu t'entoures pas des meilleurs, tu fais pas grand-chose. Je crois pas du tout, et Antonin non plus d'ailleurs, à la théorie du self-made man, machin. Non, que nenni, ça n'existe pas, c'est complètement bidon. Tu dois construire une équipe avec des gens qui maîtrisent des choses mieux que toi. Donc, tu sais faire un petit peu de montage vidéo, trouve la meilleure monteuse. Tu sais cadrer, trouve le meilleur cadreur. Tu sais gérer des projets, trouve des gens meilleurs que toi là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est que plus ta team est quali, plus les gens sont intéressés par leur travail, plus toi, t'es davantage capable d'imaginer vraiment ce qui t'intéresse. C'est-à-dire que, bien sûr que nous, les premiers tournages, c'est nous avec Antonin qui faisions le son, la vidéo, tu vois. C'est moi qui faisais les montages des premières vidéos qu'on a vendues. Est-ce que fondamentalement j'aimais faire ça? Non. En vrai, non. Par contre, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? C'est de la vendre. Et donc, ta deuxième étape, c'est vraiment celle où, et nous, ça a été ça en tout cas, celle de s'entourer des bonnes personnes, de trouver aussi les vrais métiers dont on avait besoin autour de nous, et d'essayer de construire une équipe, alors qui a grandi, qui a évolué, qui a changé, des gens sont venus, sont repartis, la vie d'une équipe, quoi, c'est le jeu. Mais en tout cas, d'essayer de construire une bulle dans laquelle chacun se sent là pour de bonnes raisons, et notamment parce qu'il est ou elle doué dans son travail. Ça, en vrai, aujourd'hui, je pense qu'on arrive petit à petit au but de cette business unit en termes de fonctionnement, parce qu'on a réussi à trouver exactement le type de profil qu'il nous faut, et voilà, et qui fonctionne bien. Le troisième point, je pense que c'est ta capacité. J'ai pas forcément envie d'être agile, mais en tout cas je dirais de positionnement. C'est une capacité à être sur le marché et à comprendre que oui, t'as des concurrents. Et nous, c'est vrai qu'au début, au moment où on a lancé Audace, on a commencé à communiquer dessus, on a vu 2 boîtes, et bien 2, et elles se connaissent d'ailleurs, qui ont littéralement pris toute notre promesse de valeur qu'on avait dans nos decks, sur notre site, etc., pour l'adapter à la leur et pour se vendre comme tel. Ta première réponse, c'est celle de dire « je vais aller les défoncer ». Bon, nous, notre méthode, c'était on va juste les laisser mourir. En fait, nous, on va juste faire notre métier de la meilleure des manières et on va se positionner comme étant le leader de ce qu'on fait. Donc, en travaillant avec les meilleurs, en allant chercher les plus belles marques, en allant chercher les plus beaux projets, en défendant corps et âme notre vision. Et en fait, mine de rien, c'est ce qui marche. De mon impression, que je me trompe et que dans 5 ans, je te dirai le contraire. Mais jusqu'alors, tout ce qu'on a fait
client par client, projet par client, nous a amené un positionnement sur le marché qui fait qu'aujourd'hui, on peut se retrouver face à des Warner Bros, discuter avec eux et avoir une partie de leur sujet social media en gestion chez nous. Chose, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, j'aurais été en mode Warner Bros, Harry Potter, genre on va vraiment faire ça. Les autres agences sont incapables de le faire. Enfin, celles qui étaient en tout cas en concurrence. Il y a plein d'autres agences qui sont capables de faire ce qu'on fait, mais en tout cas celle-là. Et je pense que c'est une question de positionnement. C'est d'être capable d'assumer que ta boîte ne va pas évoluer tous les 45 matins. Ah bah tiens, avant on faisait du contenu très court publicitaire pour TikTok. Ah, on se rend compte que ça marche un peu moins bien. Maintenant on fait du contenu édito. Ah non, en fait là maintenant on va faire du contenu d'acquise. Ah bah tiens, on va vous aider à... Et en vrai, c'est ce que font les boîtes qui ne sont pas fiables parce qu'elles ne sont pas solides dans leur propre positionnement. C'est qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais bien et montre que tu sais le faire correctement. Et même si ça met 3 ans à arriver, ça mettra 3 ans à arriver, mais au moins les gens sauront que tu es solide sur ton positionnement et sur ce que tu sais faire. T'as ton produit, t'as ton équipe, t'as un positionnement qui est clair. Et donc finalement, nous, ça a été vraiment toutes ces étapes-là, jusqu'à la 4e aujourd'hui, qui est une étape un peu spéciale, parce que c'est une étape d'accélération et de sortie du modèle agence. Fondamentalement, c'est pas que je ne crois plus en modèle agence, c'est que je pense qu'il s'épuise, notamment pour un sujet social media. On ne pourra pas continuer pendant 10, 15, 20 ans à aller voir les marques et leur dire, voilà, tu vas dépenser tout ça en conseil strat, on va dans notre agence déployer X postes pour toi, puis on va te produire tant de contenus qui vont coûter aussi cher, pour ensuite avoir ces mêmes marques qui, de l'autre côté, vont continuer à investir des budgets 10 fois supérieurs sur du marketing dans les médias traditionnels, sur du paid media, etc. Je pense qu'il faut arriver à réenglober tout ça et à juste dire, aujourd'hui, tu as des canaux de diffusion, ton canal média, grosso modo, le principal, ça va être la vidéo, quelle qu'elle soit, par de la pub, par du contenu édito, etc. Ta présence de marque va rayonner par le contenu vidéo, ou en tout cas, par une image. Elle peut être... à réfléchir, je veux dire, le modèle podcast fonctionne parce que tu peux avoir aussi bien le son que l'image derrière, tu vois, mais en tout cas, ce canal-là va être l'essentiel. Comment, dans ce cas-là, tu arrives à proposer à des marques des solutions qui font qu'elles ne foutent plus des millions et des dizaines de millions dans des solutions qui sont pas du tout agiles, qui sont très lourdes, qui impliquent beaucoup de personnes, très compliquées à déployer en interne, pour produire de la vidéo. Je veux dire, fondamentalement, et au risque d'être un peu réducteur pour mon propre métier, mais nous ne faisons que de la vidéo pour TikTok, Instagram ou LinkedIn. Ce n'est que de la vidéo. Enfin, je veux dire, sans la jouer à la Michel Denisot qui dit ce n'est que de la télé, mais on n'est pas loin de ça. Enfin, une vidéo n'est qu'une vidéo. En revanche, cette vidéo-là, à la hauteur d'un groupe qui fait, je sais pas, 1 milliard, c'est 50, 100, 200, 300, 600, 1000 vidéos de ce type-là qui sortent chaque année. Donc c'est la petite goutte d'eau qui devient à la fin un vrai vase. Sauf que ces vrais vases, aujourd'hui, ils coûtent une blinde. Donc il y a un vrai sujet de modèle agence en disant comment tu réduis drastiquement les coûts de production et d'accompagnement des marques sur le social media. Parce qu'en fait, il y a juste un moment, il va se passer un truc, c'est que les marques vont essayer d'internaliser en disant on dépense trop cher chez les agences, parce qu'elles vont internaliser de la même manière qu'elles sont toujours internalisées un sujet, en allant chercher des gens qui semblent être bons, sans être les meilleurs, parce que leur métier, c'est pas d'être des boîtes de prod. Et donc, à la fin, elles vont juste recruter 2 personnes qui ont fait une école de com, en disant, bah, savent gérer les réseaux sociaux, elles vont faire que ça. Sauf que ces personnes-là ne savent sûrement pas cadrer, sûrement pas monter, sûrement pas faire du motion design, sûrement pas faire de l'habillage, sûrement pas faire du son. Enfin, à la fin, c'est un métier. C'est bien pour ça que c'est une boîte. Ce sont des métiers, effectivement. Non, mais une boîte de production. Tu vois, c'est-à-dire que ça viendrait jamais en tête d'aller chez un boucher, d'acheter de la viande et que ce soit un poissonnier qui te la vende. Enfin, tu vois, enfin, non. Enfin, t'as des vrais métiers, ils ont une raison et une expérience, et donc c'est important de les respecter. Et donc, dans cette internalisation, comment tu l'évites aussi pour éviter que ces marques fassent des bêtises? C'est en leur proposant des services et des systèmes qui permettent de centraliser à la fois la production en interne. Donc, comment tu déploies un outil complet pour ces marques-là auprès de toutes leurs équipes et toutes leurs marques. 2, comment tu standardises au maximum le contenu que tu retrouves sur les réseaux. À la fin, on va pas se mentir, hein, t'as du face caméra, t'as du micro-trottoir, t'as du vlog, enfin les formats ils sont quand même assez clairs. Par contre, ce qui va changer, c'est la direction artistique, c'est l'angle, c'est le sujet, c'est l'éditorialisation. Comment tu leur apportes des solutions pour pouvoir faire ça efficacement. Et enfin, comment tu réduis drastiquement les coûts. Mais quand je dis drastiquement, c'est quand aujourd'hui une grande agence, par exemple, sans citer cette marque-là, mais une grande entreprise de fast-food
acheter du contenu à son agence entre 8 et 10 000 balles la vidéo pour TikTok. Enfin, quand je dis drastiquement, c'est comment tu passes à ça à 200 balles. Ah oui, effectivement. Non, mais tu vois, c'est parce que ce n'est pas possible. Parce que c'est aussi mentir aux gens dans la réalité. C'est mentir sur des réels coûts de production, parce qu'un freelance, il va facturer 800 000 euros, quand une agence à côté va facturer 8 000 balles. Enfin, il y a un problème d'ordre. Et à la fin, tu auras peut-être le même projet, en fait, les mêmes produits. Donc, c'est qu'il y a un vrai sujet de réduire tout ça, et d'être dans une logique de vraiment standardisation générale. Tout le monde va faire la vidéo, tout le monde veut faire la vidéo, c'est un marché qui est en expansion chaque année, qui voire double à l'échelle mondiale chaque année. En France, aujourd'hui, c'est entre 10 et 14 milliards le coût de la vidéo fait par un prestataire, agence ou freelance en France dédié aux réseaux sociaux. C'est monstrueux, c'est un marché monstrueux. Comment ce marché-là arrive non pas à baisser, mais en tout cas à se transformer pour être mieux loti, pour permettre aux marques d'être plus efficaces, etc. Et nous, ça arrive au 4e point aujourd'hui. C'est notre point d'étape, c'est celui de l'accélération qui nous permet de proposer un vrai service différent et dans une vision aussi presque de scale-up, c'est-à-dire qu'on a construit pendant 5 ans un socle qui est assez solide, on connaît très bien notre métier, on connaît excessivement bien notre marché, on a réussi à bien s'entourer, on a réussi à construire des modèles et des process internes dont on est très fiers. Quand maintenant on les déploie et on en fait un truc de malade. Est-ce que tu peux me parler de ce que vous souhaitez lancer ou... Je peux t'en parler sans forcément citer le nom tout de suite. Si tu veux, on peut non, mais je peux qu'attendre. Non, carrément, on peut en parler un petit peu. On va lancer très prochainement une plateforme de production de contenu qui va fonctionner sur un modèle assez simple de marketplace et qui va permettre à n'importe qui de trouver, alors aussi bien small business que grande entreprise, de trouver des formats de contenu qui ont été pensés pour les réseaux à partir d'une base de données monstrueuse de contenu et donc aussi contenu à succès, et être capable de pouvoir commander un contenu, de le personnaliser et de le recevoir dans un délai de 24 à 48 heures, dans une qualité agence, pas du tout fait par l'IA, avec du réel tournage, totalement personnalisé à l'idée de la marque et avec l'éditorial qu'elle souhaite, dans un délai de 24 à 48 heures pour des budgets allant de 200 à 1500 euros la vidéo. C'est un projet sur lequel ça fait 2 ans qu'on travaille, sur lequel on a beaucoup investi. Nous, ça a vraiment été notre premier sujet d'investissement depuis 2 ans, et qu'on va être très bien de dévoiler très bientôt, qu'on est en train de tester là avec différentes marques partenaires et alors aussi bien des clients que de nouvelles marques qu'on allait chercher aussi pour essayer de le tester, notamment sur les small business, et les résultats sont assez probants. Hâte de voir ça, du coup. Carrément. En tout cas, c'était hyper clair. Enfin, tu as superbement résumé les différentes parties de ton agence qui, je pense, peuvent ressembler aussi à d'autres aventures d'agence, entre guillemets. D'agence ou même de projet entrepreneur. Exactement. Moi, je me considère entre la fin de la 1 et la 2, tu vois. Okay. L'agence de podcast a 2 ans. Donc, tu vois, on est au début de la 2, on va dire. C'est intéressant, mais tu vois, par exemple, ton produit aujourd'hui, de ce que tu vends, enfin, c'est le... Mais en vrai, mine de rien, je pense que les gens ne... Tu sais, tu te retrouves parfois très souvent face à des personnes, alors soit dans des conférences, dans des salons, sur Internet, évidemment, de gens qui te disent, moi, je rêve de devenir entrepreneur, ou je vais faire ça après mes études, etc., etc. En fait, quand tu creuses, il n'y a pas forcément d'idée. Ce qui les intéresse, c'est le statut. Alors qu'en vrai, la principale idée, c'est quand même le produit que tu vas vendre. Et je trouve que c'est l'étape qui est parfois la plus difficile, parce que c'est pas facile de trouver le bon produit. Parce que c'est pas forcément la bonne idée, c'est la bonne façon de vendre quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu vas vendre à un public? Et ça peut mettre du temps, mais je pense qu'une fois que tu as craqué l'étape 1, que tu commences à consolider l'équipe et avoir un truc vraiment solide, ensuite le reste, il est assez facile. Parce qu'en fait, c'est tout ton ADN que tu mets dans le positionnement. C'est ce que tu es, c'est ce que tu penses, c'est l'idéal de ton produit, c'est l'idéal de ton équipe et de ta culture d'entreprise. Et ensuite, après, le 4e, moi, je pourrais t'en parler dans quelques années, on verra. Moi, je suis vraiment plein dedans, là. On se refera un acte 2 dans quelques temps. Aujourd'hui, est-ce que tu peux, avant de passer à l'avant-dernière partie du podcast, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Audace? Pas forcément financiers, mais tu vois, nombre de clients. Ouais, je sais que tu as de très belles refs. Est-ce que tu peux potentiellement m'en parler? Aujourd'hui, Audace, c'est à peu près 6000 contenus produits par an, d'environ 1 minute à 1 minute 30. Sur du format à 90% en vertical, le reste en format long sur certains sujets. On va principalement accompagner des grands comptes aujourd'hui. Et quand je dis grands comptes, on a un tiers de nos clients qui sont des médias.
des gros groupes médias. Ça va du groupe Bayard, en passant par le groupe Lagardère, Paris Match, etc. On va avoir un tiers qui sont des institutionnels, l'URSSAF, l'Office national des forêts dont on a le marché, le cybercommandement défense de l'armée, voilà, la BPI, et on va avoir un tiers qui sont grandes marques / corpo. Sachant que dedans, ça va de Renault à Accor Invest, en passant par Warner Bros et Universal. Okay. Et auprès de ces gens-là, pour les accompagner, on est 14 aujourd'hui. On a doublé de taille en un an, un peu plus que doublé d'ailleurs. Et on fait x2 de chiffre d'affaires depuis notre création, chaque année, grosso modo. Cette année, on va le faire. L'année prochaine, le défi va être un peu plus... Mine de rien, le x2, plus tu grandis, plus ça devient difficile. Mais on est assez confiant et en fait, on a aujourd'hui des résultats qui sont assez probants aussi sur les campagnes qu'on peut générer. Au total, je crois qu'on a dépassé... Là, on a dépassé cette année le milliard de vues sur les contenus qu'on a produits pour nos clients. On adore regarder les chiffres de résultats, mais c'est pas notre indicateur principal. Nous, on est vraiment sur un indicateur, enfin, en tout cas sur la société, évidemment, enfin, en tout cas sur Audace, mais pour nos clients, nous, on va pas du tout être interrogé sur la performance de nos campagnes. On va être interrogé à la fois sur la qualité et sur l'engagement. Et je trouve que c'est deux sujets différents. C'est que ta perf, tu peux la calculer, t'as des mecs qui vont suivre les KPI sur, ok, est-ce que ça transforme? Est-ce que les gens achètent mon produit? Est-ce que ça génère des commentaires? Est-ce que ça génère des likes? Ou auprès de combien de personnes ça a été poussé? Nous, notre seul critère, mine de rien, c'est est-ce que, quand même tu as eu 100 vues, est-ce que tu as eu suffisamment de likes et suffisamment de commentaires sur ces 100 vues pour juger de la qualité de la conversation que crée ce contenu. Ça, nous, c'est notre seul enjeu. C'est de l'apport de valeur. Quand tu regardes un truc et que t'aimes bien, t'as vu un film et que t'as bien aimé, t'adores en parler. Donc c'est pareil, c'est sur les réseaux, t'as vu une vidéo, t'as bien aimé, t'as envie d'en parler, donc tu commentes, tu le partages à tes potes, etc. Et nous, ça va être la seule donnée vraiment essentielle qu'on va regarder. Ouais, ok, super clair. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie de notre conversation. Sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, il y a 3 questions. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Elle est à la fois assez simple cette question parce que je vais te répondre. Toutes mes questions sont très mais je vais te répondre mon associé Antonin évidemment. Antonin Assier qu'on s'est rencontrés on vient tous les deux de Rouen, on était dans des lycées différents et Antonin il faisait des vidéos de philo sur YouTube, de la photo d'architecture. Génial. Moi j'avais le magazine à l'époque, on avait 16 et 17 ans tous les deux et un jour je suis à la gare de Rouen, il y avait des travaux, il y avait une grande bâche où il y avait une superbe photo de l'hôtel de ville de Rouen qui était accrochée et je vois le compte Instagram de la personne qui l'a prise et je me suis dit bah tiens c'est marrant ça pourrait faire une photo pour le mag, enfin il y a un truc cool. Donc je vais sur le compte Instagram puis je découvre que c'est un mec qui a mon âge en fait qui l'a fait. Je me dis putain stylé, on va être exposé à cet âge-là. La gare, c'est cool. Puis je découvre sa chaîne de philo, je découvre qu'il a un blog aussi. Et en fait, je lui envoie un mail en lui proposant d'écrire dans le magazine, en lui proposant, bah écoute, tu vas faire un article de philo, une photo qui va aller avec, et voilà. Et en fait, il me dit, enfin, on se rend compte et il me dit, je sais plus comment ça revient, mais qu'il m'avait aussi écrit un mail 10 ou 15 jours avant pour me dire qu'il avait très envie d'écrire dans le magazine et qu'on se rencontre. Et où en fait, on s'est rencontrés, on avait tous les deux envie de se rencontrer, et juste on n'avait pas vu passer les mails, quoi. Et on a fini par se voir, à bien s'entendre, on a travaillé ensemble sur le magazine, puis ensuite on a travaillé un petit peu plus ensemble, et puis Antonin s'est installé à Paris. En fait, moi, dès que j'allais à Paris, en fait, souvent il m'hébergeait. On est devenus super copains, puis on s'est associés, et puis on est devenus meilleurs amis, et aujourd'hui, ça fait 8 ans, 7 ans et demi, qu'on bosse ensemble. Relation longue. Et c'est une relation longue, et c'est une relation surtout qui a commencé par le travail, ouais. Et qui est assez géniale pour ça, parce qu'en fait, on se connaît en travaillant avant de se connaître en amis. Oui, c'est une amitié qui est devenue après le travail. Exactement. Et donc ce qui crée aussi une vraie forme à la fois de franchise, on sait comment l'autre bosse, on sait quels sont les sujets qui vont intéresser chacun, on se complète beaucoup dans les conversations et dans la façon de communiquer. Et ouais, donc ce qui fait quoi, c'est naturellement la plus belle rencontre, clairement. Ma deuxième question, c'est quoi pour toi, et je dis bien pour toi, le plus important dans l'entrepreneuriat?
c'est pas évident parce que instinctivement, j'ai envie de penser l'honnêteté. C'est la première fois qu'on me donne cette réponse. C'est vrai. Oui, mais moi, ils me font chier avec leur résilience, avec leurs trucs. Non, mais à un moment, faut aussi... tu vois, faut... Très souvent, il y a l'entourage. Très souvent. En réponse à cette question. L'entourage? Ouais. Non, mais l'entourage est important, clairement, mais c'est pas l'entourage qui fait ta boîte. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut être aussi assez cohérent. Il faut aussi regarder les choses en face. Tu as besoin évidemment d'être soutenu. Maintenant, on n'est pas en train de faire un travail de chirurgien qui travaille 45 heures. Non, mais tu vois, enfin, moi, je trouve qu'on a créé une bulle autour de l'entrepreneuriat, du métier d'entrepreneur qui est absolument pas un métier. C'est juste l'opposé du salariat. Enfin, faut être honnête, tu vois. Oui, c'est difficile. C'est que c'est difficile parce que parfois tu te sens un peu seul, parce que parfois oui tu tapes des galères et que ton métier est littéralement de résoudre des galères. Chef d'entreprise, c'est juste galère sur galère. La facture qui a pas été payée, ah bah tiens il y a tel truc, ah merde j'ai pas envoyé les congés pour les vacances, ah bah tiens j'ai cette proposition à envoyer, oh merde il y a cette photo de Toaf dans ce contenu, enfin. Mais c'est une difficulté choisie. Mais c'est choisi. C'est pas... Je cherchais pas à me plaindre. Je suis indépendant, je fais ce que je veux, je suis très content. Si là tout de suite j'ai envie de partir 2 jours, je pars 2 jours. Après, c'est ma morale et ma responsabilité personnelle. Mais on fait pas un métier difficile. Quelqu'un qui se lève à 6h du tam pour aller bosser, oui, fait un métier difficile. Quelqu'un qui fait les 3-8 fait un métier difficile. Non, on fait pas un métier difficile, les entrepreneurs. Je pense que et encore une fois, c'est même pas un métier. Tu vois, même moi, je m'embourbe dans mes mots. C'est que tu as un métier. Mon métier, c'est chef d'entreprise et producteur de contenu. J'ai le statut d'indépendant. Donc je suis entrepreneur et donc je ne suis pas salarié. Voilà. Mais après, et c'est d'où la question tu vois, le sujet de l'honnêteté, c'est que bien sûr que tu as besoin d'être entouré, bien sûr que tu as besoin d'avoir de la confiance autour de toi, bien sûr que tu as besoin d'être écouté, mais tu as surtout besoin d'avoir des gens honnêtes et d'être honnête avec toi-même, de reconnaître moi, c'est ce qui, si je trouve, donne le plus de force, c'est que tu as besoin d'avoir des gens en face de toi qui disent clairement ce qu'ils pensent de ce que tu fais, de qui tu es, qui ont besoin de te remettre les pieds sur terre aussi. Toi, tu as besoin d'être honnête avec, tu vois, moi, l'entrepreneuriat, la sauce Startup Nation, et tu sais très bien où je vais en lire, mais tu vois, enfin, ce genre de, les LinkedIn, les mensonges sur les chiffres d'affaires, les trucs. Soyez franc. On a déjà discuté en off. Ouais, mais non, tu vois, soyez honnête et reconnaissez votre valeur et la valeur que vous pouvez apporter aux autres, celle que les gens peuvent vous apporter. Enfin, reconnaissez le fait que tout n'est pas rose, tout n'est pas bleu, mais tout n'est pas noir non plus. Non. En vrai, le coup il faut bosser jusqu'à 2h du matin pour être en mode start-up américaine. Voilà. Ah non, c'est pas vrai. Moi, si ce soir j'ai envie de me barrer à 18h, je me barre à 18h et c'est pas grave. Hein. Enfin, tu vois, ça a pas changé le monde que je travaille jusqu'à 23h ce soir. Quoi. J'ai la même vision sur le sujet et on en a déjà discuté. Donc, la dernière question sur cette partie, avant de passer à la dernière partie du podcast, c'est comment est-ce que ton entourage vit ton aventure? Alors le gros avantage et aussi le gros problème, c'est que mon entourage fait quand même vachement partie de cette aventure. C'est-à-dire que ouais, bah je passant la moitié de ma vie avec Antonin, à la fois amicalement mais en même temps sur les sujets de taf, bah ça fait que bah on le vit bien. Après non, l'entourage plus large et je pense, enfin tu vois, ma famille c'est marrant parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à comprendre. Mes parents, ils trouvent ça... En fait, moi, je sais que j'ai rassuré mes parents aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ils ont une façon assez étonnante parce qu'ils découvrent aussi ce métier, ce que je fais. Alors, je sais que parfois, ils comprennent pas tout. Mais en fait, je vais leur rappeler ou leur ramener par rapport à des exemples typiques. Par exemple, tout à l'heure, j'étais chez un de nos clients, j'ai croisé Stéphane Bern. Je sais que je vais leur dire. Parce que... Ah, Stéphane Bern, c'est vrai. Tu vois, non mais tu vois, j'ai une avant-première pour la série de Laure Calamy. Ah bah ouais, tu sais, Laure Calamy, celle qui jouait dans 10%, qui faisait l'assistante. Ah, mais elle est super cette fille. Et en fait, tu leur mets des refs. Tu mets des refs et en fait, ça recrée ça crée de l'histoire et ça permet de montrer que les choses évoluent. Donc c'est pareil avec mes grands-parents. Pour qui, globalement, je leur dis que je fais de la pub comme à la télé, mais sur réseaux sociaux. Le nouveau Séguéla. Et ça m'énerve de dire ça, parce que je fais pas de la pub, et je déteste la pub, donc non, mais bon,
c'est le plus simple, mais ils le vivent plutôt bien et disons qu'il y a mais ça a été très compliqué pour eux. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que dans ma famille, vu qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, quand on me voit, c'est comment vont les affaires. Moi, ça me fait trop rire. Mon papy, il dit comment vont les affaires. Et je trouve ça trop évidemment, t'es en costard. Non, mais j'ai vraiment très envie d'être en costume, tu sais, mais rayé à la Bernard Tapie avec une vieille caisse, tu vois. Et je trouve ça rigolo, mais en fait, ils ont du mal à saisir, et c'est vrai qu'ils avaient un peu peur au début, évidemment, de l'indépendance, manque de sécurité. Ma mère considère l'emploi, sa vie, c'est de penser que pour avoir un travail, il faut avoir un CDI. Enfin, c'est-à-dire que un travail, c'est un CDI, c'est un contrat, c'est de la sécurité, etc. Moi, ça n'a jamais été une motivation. Et aujourd'hui, nous montrer que les choses avancent, qu'on a des partenaires, qu'on a des super clients, des super projets, etc. Ça les rassure aussi, et ça permet de montrer que on a un métier similaire. Juste toi, t'as un employeur et moi je suis l'employeur. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose, quoi. Ouais. Chaud, tu perds ton taf, moi aussi je peux perdre mon taf, mais toi aussi tu peux le perdre. La boîte, elle est en licenciement économique, malheureusement, ciao, quoi. Tu vois. Et donc voilà, ça permet de contrebalancer, mais l'entourage le vit plutôt pas mal. C'est assez similaire avec mes parents, mais qui ont tous les deux été fonctionnaires, pas du tout d'entrepreneurs dans mon entourage, etc. Et à chaque fois, je leur mets des refs. Tu vois, il y a quelques semaines, on a produit un podcast avec Anne Roumanoff. Okay. Et du coup, je leur ai dit, là, je suis en podcast avec Anne Roumanoff. Mais non, t'as rencontré Anne Roumanoff. Et c'est vraiment ça. Ils comprennent pas véritablement ce que je fais, mais par des références, ils arrivent peut-être à conceptualiser la chose, tu vois. Tu vois, la radio, c'est pareil. Je fais la même chose, sauf qu'en fait, on n'est pas à la radio. On n'est pas vraiment à la radio. On n'est pas en direct, mais ça, c'est exactement ça. Mais parce que aussi, c'est des nouveaux métiers qui sont qui sont très récents, tu vois. Qui sont très récents et qui continuent d'évoluer tout le temps. Donc, même nous, ça se trouve, dans 60 ans, on sera cramé, tu vois. Mais c'est possible. Tu vois, c'est tout con, mais community manager, je crois que ça fait que 2 ans ou 3 ans que c'est enregistré dans le ROM, donc dans l'annuaire des métiers, tu vois. Alors que ça fait 15 piges. Ça fait 10, 15 piges que ça existe. Donc, c'est des sujets où c'est pas facile, mais en fait, je trouve que par les refs, etc., tu leur expliques, et en fait, tant qu'ils te sentent heureux, enfin, mine de rien, ton entourage, tant qu'ils te sentent heureux et bien dans ta peau. Oui, c'est principal. Tout va bien, quoi, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. On passe à la dernière partie avec des questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Aucune pression, t'inquiète. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Je sors et je vois des amis. C'est quoi ton plus grand rêve? Être le premier producteur de contenu au monde. On va déjà commencer par l'Europe, mais le monde, ça peut être pas mal aussi. Step by step. C'est quoi ta plus grande peur? Les serpents. C'est à cause d'Harry Potter. Ouais, je crois bien. Ouais. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué? Alors, ça va être hyper bidon. Mais alors, j'ai lu pour la première fois Le Comte de Monte Cristo. Oui. Que j'avais jamais lu. Après le film, avant d'aller le voir au cinéma. Et ça m'a donné des vieux réflexes quand je lisais beaucoup, de Page Turner, et putain, c'est vachement bien. Et c'est vrai que pendant une semaine, en fait, j'ai pas maté de série ou pas maté de film, et j'ai juste bouffé les bouquins, qui sont énormes, hein, c'est gros, putain, 1000 pages par livre. Ouais, c'est costaud, ouais. Tu t'en envoies des pages, mais incroyable. Et je le recommande. C'est quoi, justement, le dernier film ou la dernière série qui t'a marqué? Une série assez marrante, qui m'a marqué et que j'ai binge-watch aussi ce week-end. C'est Culte. Ah oui, je l'ai dégommé ce week-end aussi. C'est ouf. sur l'histoire de Love Story. Avec Alexia Laroche-Joubert. Produit par Alexia Laroche-Joubert, etc. Non, vraiment, en fait, génial, parce que, c'est notre univers. C'est l'univers des médias. Moi, tu me donnes du média, je le bouffe, c'est comme Succession, tu vois. C'est dans l'univers des médias, donc j'adore. Ouais. Et non, Culte est, très bonne série qui, à mon sens, se lie aussi a aussi une clé de lecture par rapport à aujourd'hui, et par rapport à une opposition où t'avais la télé traditionnelle vs la télé-réalité. Et aujourd'hui, moi, ma clé de lecture là-dessus, et même on en a beaucoup discuté avec Antonin, et c'est aussi pas mal la sienne, c'est la publicité vs les contenus sur les réseaux. Et je trouve que tu t'arrives à tirer un fil où tu comprends que tous les 10, 15, 20 ans, t'as un nouveau cycle entre des générations différentes qui ont besoin de se transmettre aussi des idées et des façons de voir les choses différemment pour avancer. Je dis pas que le Loft était incroyable et ce que ça a amené à la télévision était incroyable. En revanche, ça a radicalement changé la façon dont on consommait la vie de façon générale et telle qu'elle nous était renvoyée par la culture populaire. Et surtout, il y a un truc, c'est que le Loft a créé l'influence. Je pense que le concept de télé a littéralement créé l'influence, non pas par des créateurs de contenu YouTube, mais l'influence télévisuelle
alors qui est en train de sacrément de mourir, mais à la Maëva Guénam, etc., en mode Dubaï, a été créée par Alexa Laroche-Joubert. Je pense qu'on peut le dire. Oui. C'est elle qui a imposé ce truc-là. Mais là où c'est vachement génial quand tu le vois et tu regardes comme ça, c'est tu dis, OK, comment aujourd'hui tu pourrais recréer un coup comme ça? C'est qu'est-ce qui ferait que ça ferait un coup de cette manière-là? Et faire 45% d'audience aujourd'hui sur les 15-25, enfin non, même c'est 80%, 80%, avec 45% de part globale. Genre, ce qui est énorme. C'est monstrueux. Aujourd'hui, à la télé, ça n'aurait pas de sens. C'est impossible, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Par contre, ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui, à la lumière des réseaux, à la lumière de ce qu'on consomme réellement? C'est ce que TikTok fait, en fait. Exactement. TikTok, Instagram, YouTube. Et c'est-à-dire Twitch, quel coût tu peux imaginer qui en fait fait que les annonceurs traditionnels, les marques traditionnelles, les diffuseurs traditionnels se sentent d'un coup écartés ou à l'ouest ou ont raté le grand coup. Et je trouve que quand tu te mets à y réfléchir sans forcément avoir de réponse, en fait ça te pousse aussi à être dans une constante innovation et une constante aussi dans un constant intérêt envers les cibles qui bougent et surtout dans une idée de transmission. C'est comment nous, on est capable d'expliquer à des gens qui font de la radio traditionnelle que ton modèle, il est aussi intéressant dans le discours et qui s'écarte, même s'il se rapproche du leur, il s'écarte aussi beaucoup dans la forme et dans ce que ça va apporter. Et où tu leur dis à eux d'inviter chez France Inter pendant 2 heures Paola Locatelli, tu vois. Et tu vois, enfin, je trouve que ça permet de créer du discours et de l'échange. De la même manière qu'une Alexia face à un patron de M6 à l'époque ou un patron de TF1 qui ne captait absolument rien à ce qui était en train de se passer. C'est ça. Et qui ont fini par prendre le lead 3 ans plus tard, 5 ans des sacrés contrats. Puis des sacrés contrats. Mais non, c'est intéressant. Donc ouais, très chouette série. Culte. Ouais. Bah, je confirme la reco et on la mettra en description pour l'avoir dégommée ce week-end. Il me reste 4 petites questions. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Si on n'a pas, on la saute. D'accord, le journaliste qui non, je sais pas, attends, un sujet je suis pas journaliste, hein, attention. Non, mais je sais. Non, attends, je réfléchis. Non, pas comme ça. Non, je suis content que t'aies pas posé la question du chiffre d'affaires. Ah oui, bah t'inquiète, je la pose jamais. Non, en fait, je la trouve bien, mais juste parce que... Ce sera pour tes posts LinkedIn, ça. Non, je trouve qu'elle est... Non, je parle jamais d'argent dans mes podcasts, donc voilà, c'est un choix. J'ai rajouté une question qui s'appelle la question reverse, qui, en gros, tu prends le rôle de host pour une seule question. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? Carrément, il y en a plein même. Comment toi tu verrais évoluer ton métier actuel, ce que tu proposes avec ta boîte, face à une évolution des médias tradis, et notamment de la radio qui essaie de se restructurer avec des podcasts originaux, ou même d'ailleurs des médias tradis comme la presse écrite, je pense aux podcasts des Échos, de l'Express, etc. Est-ce que tu considères que tu vas les remplacer, que ça va être complémentaire, ou par le poids de leur influence actuelle, de leur marque, ils vont écraser tout le secteur? Ou est-ce que c'est aucun des trois et t'as une meilleure solution? Non, je pense que c'est hyper complémentaire dans le sens où c'est pas la même typologie de contenu. Aujourd'hui, sur le marché des podcasts, tu as effectivement les radios qui vont publier les replays de leurs émissions. Elles sont là depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui a démocratisé le podcast en France? C'est majoritairement les podcasts indépendants qui ont fait exploser les podcasts, notamment en 2020. Ensuite, ça a amené les studios de podcasts à débarquer avec des créations originales, donc faites exclusivement pour les plateformes de podcast. Et ça a amené aussi les plateformes à investir dans les influenceurs, dans les créateurs de contenu. Par exemple, un Spotify en 2022 qui lance Canapé 6 places de Léna Situation exclusivement sur Spotify, et en même temps il lance la fonctionnalité de podcast vidéo. C'est l'exemple type que en fait Léna Situation n'a pas écrasé tous les autres podcasts. Oui, elle était numéro 1, tu vois, en France, mais en fait ça a amené tellement de gens sur Spotify que tous les autres podcasts
si ta stratégie elle était pas trop mauvaise, enfin nous par exemple, tu vois, notre audience a grandi aussi parce qu'il y avait des gens qui découvraient les situations, mais qui tombaient aussi sur d'autres podcasts, potentiellement sur certains de nos épisodes. Donc tu vois, c'est ultra complémentaire. C'est ultra complémentaire dans le sens où les gens n'écoutent pas qu'un seul podcast. Ils écoutent en moyenne 5 à 10 podcasts et ils sont toujours en quête de découvrir des nouveaux formats. Donc en fait, les radios ne vont pas écraser le marché, les créateurs, les gros influenceurs ne vont pas écraser le marché non plus. C'est très complémentaire, mais par contre, c'est clair qu'il y aura des podcasts qui vont survivre dans le temps, qui seront là dans 2, 3, 4, 5 ans, comme sur les réseaux, hein, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc. Et la majorité, peut-être 90% des podcasts qui existent aujourd'hui, seront morts d'ici 5 ans, tu vois, comme les entreprises, comme en création de contenu. Donc c'est le parallèle, en fait, le marché des podcasts est assez similaire finalement au marché de YouTube, au marché des créateurs de contenu, ou des boîtes, ou de façon générale, et tout projet. Et ça ou même d'ailleurs des émissions radio, parce qu'en fait, exactement. Tu prends la grille d'RTL, tous les ans elle change, c'est des émissions en fait, t'as un renouvellement, tu vois, comme le Grand Journal a eu un prime aussi. Aujourd'hui, ça va être quotidien, bientôt la fin de TPMP. Mais voilà, c'est un renouvellement constant, et c'est pareil sur le marché des podcasts, c'est exactement la même chose. Génial. Voilà. Passionnant, merci. J'espère t'avoir bien répondu. Ouais, carrément. Est-ce que tu as un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Ouais, ah oui, putain, j'aurais dû préparer cette question. J'en ai un, forcément. Pareil, je vais te lancer un énorme défi. Vas-y. Un énorme défi. Si t'arrives à l'avoir, je vais l'écouter avec passion. Stéphane Courby. Ah, je vois bien qui c'est. Patron de Banijé, on parlait de culte. Qui cofonde sa boîte avec Christophe de Chavannes en début des années 2000, qui a accompagné, qui était le stagiaire de Christophe de Chavannes pendant le début des années 2000, qui lui a pondu des formats extraordinaires, qui finalement s'est associé ensuite avec Arthur, parce que de Chavannes lui a fait comprendre qu'il ne pourrait pas s'associer avec lui, parce que c'est de Chavannes le chef et pas Courby. Et Courby a juste révolutionné la télévision et devenu le plus gros producteur mondial de contenu de télé. Il est français, il est exceptionnel, il est hyper jeune, enfin il a 55 ans je crois. Il pèse 2 milliards, il est moi s'il y a un entrepreneur aujourd'hui en France que j'admire, mais d'une admiration sans faille, c'est lui. Le challenge est accepté. Yes. Allez, let's go. Hâte d'écouter l'épisode. Ouf, je te l'enverrai. Ma dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Je pense que ma réponse va être à peu près la même que sur notre sujet tout à l'heure. C'est pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a juste choisi de ne pas être salarié. Et qui n'est pas salarié. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui crée naturellement. C'est quelqu'un qui juste n'a pas un statut de salarié. Ensuite, la question, c'est est-ce que l'entrepreneur va avoir un métier, et un vrai métier, ou juste il va considérer que entreprendre est son métier. Et bizarrement, quand quelqu'un choisit qu'entreprendre devient un métier, souvent il rentre très vite dans les statistiques de l'INSEE des 80% de boîtes qui se cassent la gueule. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Et après, moi j'aime bien préciser que je suis entrepreneur, mais parce que je le précise non pas en corrélation avec mon métier, c'est une conséquence, mais par rapport à la conséquence que ça a donné. En disant oui, je suis entrepreneur parce que j'ai fait ce choix au fur et à mesure de l'aventure qui a pu être la mienne, de rester indépendant et de continuer à être indépendant et de le vivre comme ça. Mais mon métier, sur mes cartes de visite, c'est marqué cofondateur, c'est pas marqué entrepreneur. Mon métier, c'est être chef d'entreprise, c'est être producteur, c'est pas d'être entrepreneur. Et je pense que les gens qui confondent leur métier et leur statut sont des gens qui, à la fin, en fait, finissent juste par planter des boîtes parce qu'ils n'ont pas compris que ça allait au-delà de ça. Et ce sera une très bonne conclusion pour cet épisode. Merci Merci beaucoup, Guillaume. J'espère que ça t'a plu. J'espère que toi aussi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description, les liens d'Audace aussi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Écoute, que le contenu continue à cartonner sur les réseaux, et surtout que les gens fassent à la fois le choix de l'audace, et puis le choix d'audace tout court. C'est aussi pas mal. Mais en tout cas, merci d'être venu ici en plus. C'est cool. Dans un cadre idéal. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Salut.